direction l'électroménager avec le groupe SEB et son directeur du développement durable, Joël Tronchon. Bonjour Joël. Bonjour Sayel. Alors concrètement, tout de suite pour commencer, en quelques phrases, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les engagements actuellement du groupe SEB ? Oui, tout à fait. Le groupe SEB, c'est un groupe qui est leader du petit équipement domestique. Donc, c'est tous les produits que vous avez dans votre cuisine, votre salle de bain, votre maison. Donc, on en vend 12 par seconde. Donc, on a des enjeux de développement durable et économie circulaire assez forts, puisqu'évidemment, tous ces produits-là, ils sont constitués de matières premières, donc des métaux, du plastique. Ils consomment de l'énergie. Ils doivent être recyclables, réparables. Donc, nous, les enjeux, ils sont assez simples. C'est vraiment mettre de l'économie circulaire à toutes les étapes du cycle de vie de notre produit. Donc, ça commence par l'éco-conception de nos produits pour qu'ils soient justement recyclables, qu'ils impliquent de la matière première recyclée dans les produits neufs, et ensuite qu'ils soient réparables pour prolonger aussi leur durée de vie et le plus longtemps possible, et pour avoir un impact justement environnemental satisfaisant, et puis bien sûr qu'ils soient en fin de vie recyclables, bien évidemment. Donc voilà un peu nos enjeux aujourd'hui, sachant que sur la matière première recyclée, je me donne des exemples. Vous avez dans un aspirateur Roventa, vous pouvez avoir plus de 60% de matière première recyclée. Le consommateur ne fait pas la différence, puisqu'en fait les matières sont d'égale qualité par rapport à la matière vierge. Mais par contre, l'impact carbone, il est significativement amélioré. C'est à peu près 70% de carbone économisé entre du plastique recyclé et du plastique vierge. Donc c'est très très significatif. Si on prend un autre exemple, vous avez des poêles Tefal qui sont aujourd'hui, on a des gammes en 100% aluminium recyclé made in France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on a une vraie boucle d'économie circulaire via nos opérations de recyclage. Les consommateurs vont apporter des vieilles poêles et casseroles en magasin avec nos partenaires distributeurs. Et on va récupérer cet aluminium-là pour faire des gammes 100% aluminium recyclé avec des matières premières qui restent dans le territoire français. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours attention en économie circulaire à ce que quand on fait des boucles, les matériaux ne voyagent pas trop, parce que c'est aussi un impact carbone qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, dans le bilan environnemental global de l'opération. L'économie circulaire également dans votre secteur, mais on peut aussi parler de la lutte contre l'obsolescence programmée. Et je crois que Roventa fait partie, en tout cas, s'est engagé à rejoindre le label indépendant Long Time. C'est bien ça ? Alors, on a travaillé effectivement le label indépendant Long Time au démarrage. On n'est pas allé jusqu'au bout de l'opération parce qu'on a d'autres enjeux autour des labels. Mais bien sûr, notre enjeu sur Roventa et sur d'ailleurs toutes nos marques, Tefal, Moulinex, Krups ou autres, c'est bien d'aller sur la durabilité des produits. Et c'est important ce que vous dites parce que c'est bien de faire des produits réparables, mais au tout démarrage, il faut déjà que les produits, on a tendance à l'oublier un petit peu, ils soient entre guillemets durables de par la qualité et la robustesse de leur design. Donc en fait, quelque part, le premier pan de l'éco-conception, c'est s'assurer de la qualité et de la robustesse des matériaux et de la conception des produits. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. Donc nous, on soumet nos produits à des tests de durabilité, tests d'endurance, on appelle ça, extrêmement exigeants, notamment Roventa, pour l'usine qui est en France, qui est à Vernon. On peut voir que les aspirateurs sont torturés pendant des heures pour justement mesurer leur robustesse dans le temps et qui durent le plus longtemps possible, ce qui évite justement l'empreinte matière et qui fait durer les produits plus longtemps. Sachant qu'il y a un engagement 15 ans réparable sur ces produits-là aujourd'hui en France. Et comment on engage, on va dire, ces engagements de durabilité quand il y a des acteurs comme ça qui arrivent avec des labels indépendants sur le marché? Il y a aussi le nouvel indice de réparabilité français qui sort. Comment on engage un groupe SEB qui a plusieurs marques comme ça pour avoir des produits avec plus de robustesse, de réparabilité? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près aligné au sein du groupe SEB. Quand je dis tout le monde, c'est que c'est pas uniquement les vendeurs ou les marketeurs du groupe SEB, les gens du marketing. C'est aussi eux, ils sont évidemment intéressés puisque le consommateur aujourd'hui demande de la réparabilité et de la durabilité. Juste intéressant, une étude du GIFAM il n'y a pas longtemps il y a quelques mois, qui montre que le premier critère aujourd'hui d'achat du petit électroménager en France, devant le prix, c'est la durabilité du produit. Donc ça devient un vrai critère. C'est un critère aussi qui est
poussé par nos clients distributeurs, hein, que ce soit Carrefour, Fnac Darty, tout le monde aujourd'hui parle de durabilité, de réparabilité dans le temps. Donc nos produits, ils sont vraiment importants. Il est important qu'ils impliquent ces caractéristiques d'éco-responsabilité. On embarque tout le monde parce qu'il y a l'industrie aussi. Il n'y a pas que le marketing, je disais, nos industriels, quand il faut industrialiser de la matière première recyclée, nos équipes industrielles sont extrêmement mobilisées, nos équipes recherche et développement également. Donc en fait, chez nous, c'est vraiment toutes les fonctions qui sont engagées dans l'économie circulaire. Et j'oublie pas les achats, puisque nos acheteurs sont extrêmement pertinents et extrêmement formés à l'achat et aux critères, par exemple, d'éco-conception qu'ils vont aller demander à un fournisseur de matières premières, par exemple. Et comment on éduque ces consommateurs ? Comment on avertit, comment on les éduque en termes d'impact score, par exemple, que telle machine à laver, on va dire, consomme moins d'eau, elle est moins énergivore. Comment on fait ça ? C'est de la pédagogie plus que de l'éducation. C'est déjà on les informe de manière transparente sur les caractéristiques d'éco-conception de nos produits. Donc ça veut dire voilà, notre produit, il a tant de matière recyclée. Notre produit, il y a un affichage environnement énergétique, par exemple, sur un aspirateur. Voilà, notre produit, il est aujourd'hui à un très très bon niveau d'efficacité énergétique. C'est de l'information qui se place donc sur le packaging, sur l'emballage du produit. Donc ça faut porter à la connaissance du consommateur, bien sûr. Et puis aussi de l'information qu'on peut retrouver sur nos sites internet. Aujourd'hui, on peut trouver un réparateur, par exemple, sur le site internet près de chez soi, sur le site internet de la marque Roventa, de la marque Moulinex. C'est des choses comme ça. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est les sites internet, et c'est le packaging, et c'est aussi tout le discours que peuvent porter nos clients distributeurs qui connaissent bien nos produits, puisqu'on les informe, et qui vont dire, voilà, achetez un produit de telle marque, du groupe SEB, parce qu'ils sont peut-être plus réparables que les autres. Et une dernière question, Joël Tronchon, en quoi justement s'engager à avoir des produits qui durent plus, ça ne met pas en péril un business model en disant ils vont peut-être moins acheter et nos consommateurs vont plus réparer. Expliquez-nous pourquoi c'est important aussi et de se dire que ça n'influe pas forcément votre business model. Ça l'influe même positivement, parce qu'en fait, quand vous avez eu une expérience réussie d'un produit qui, a duré dans le temps parce qu'il est qualitatif et robuste, 2, vous avez pu le réparer, donc vous avez prolongé sa durée de vie d'au moins une dizaine d'années, vous avez des grandes chances de racheter le produit de cette marque. En fait, c'est tout simplement parce que ça s'associe au bénéfice de la marque, et donc vous n'allez pas racheter une marque concurrente. C'est tout simplement pour ça. Donc en gros, comme on est nous sur plusieurs catégories, peut-être que votre aspirateur, votre grille-pain, votre poêle ou votre casserole, vous allez la garder très longtemps, mais en tout cas, vous rachèterez vraisemblablement un produit de cette marque. Et c'est pour ça qu'au niveau du business model, c'est positif. Mais écoutez, très intéressant. Merci beaucoup, Joël Tronchon. Bonne fin de journée, au plaisir, et puis bon courage et merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette matinée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. On continue maintenant dans le secteur du sucre avec Xavier Huchet, le responsable RSE de Tereos. Alors, expliquez-nous. Bonjour, présente-nous Tereos. Bien, Tereos, c'est un groupe coopératif agricole qui appartient à ses coopérateurs. Et ils sont 12 000 agriculteurs répartis dans le nord et l'est de la France. Et nous créons en fait des produits, des solutions qui répondent aux besoins essentiels du quotidien, c'est-à-dire se nourrir, prendre soin de sa santé et utiliser des énergies nouvelles. Et donc Tereos, c'est aussi 23 000 collaborateurs, une cinquantaine d'usines, dont 18 en France. Et un palmarès assez impressionnant parce qu'on est effectivement le deuxième producteur de sucre au monde, le premier producteur en France et également le deuxième en termes de production de protéines. Et tout ça à base de matières premières végétales qui sont transformées par nos coopérateurs. Alors ça veut dire quoi quand on est dans un groupe sucrier, le deuxième groupe sucrier mondial, quand on est responsable RSE? Où sont les enjeux? Quelles sont vos actions? Je pense qu'effectivement, l'enjeu principal, notre mission, notre raison d'être, elle est claire et simple. En fait, c'est vraiment de créer de la valeur pour pouvoir redonner le fruit du travail de l'agriculteur aux agriculteurs. Et ça passe notamment par deux enjeux. L'un qui est effectivement la valorisation, donc c'est-à-dire valoriser au maximum les matières premières que l'on transforme, de manière à pouvoir rendre le maximum de valeur aux agriculteurs qui ont produit ces matières premières. Et en fait, notre taux de valorisation à l'heure actuelle est de plus de 99%, donc c'est effectivement très élevé. Alors ça veut dire quoi quand on valorise 90% des matières premières? Qu'est-ce que 99%, vous en faites quoi?
Ces matières premières, en fait, elles sont transformées pour en faire principalement du sucre. On transforme d'ailleurs. C'est quoi les matières premières transformées? Les matières premières qu'on transforme, donc ce sont la canne à sucre, la betterave à sucre, les céréales, le manioc, la luzerne, la pomme de terre. Et tout ça, on en fait. Embarquez-nous dans votre secteur là. Effectivement, tout ça, on en fait principalement du sucre, de l'amidon et de l'alcool. Et en fait, ces produits sont ensuite eux-mêmes utilisés en tant qu'ingrédients par nos clients pour des produits en fait indispensables tels que l'alimentation, les sauces, les pâtes, les desserts, mais aussi des aliments pour bébés, des excipients pour médicaments, des pochettes de glucose pharmaceutique, du carton, de l'alcool, de l'éthanol et même du gel hydroalcoolique. Et vous avez également une solution circulaire au niveau des eaux de vos usines, c'est ça? Oui, effectivement. Enfin, je pense que l'économie circulaire est vraiment au cœur en fait du business model de Tereos, notamment sur l'eau et l'énergie. Donc sur l'eau, effectivement, c'est un exemple intéressant puisque en fait les sucreries qui transforment les betteraves à sucre ont besoin d'eau effectivement et en fait elles arrivent à être quasiment autonomes en eau puisqu'en fait 90% de leurs besoins sont couverts par les betteraves qu'elles vont transformer dans les usines. Et tout ça parce qu'en fait la betterave contient à peu près 75% d'eau. Donc cette eau en fait est récupérée, elle est stockée et en fait elle est réutilisée plusieurs fois dans le process en circuit fermé. Ce qui nous permet évidemment de réduire fortement nos forages, enfin l'eau qu'on a besoin d'extraire des nappes phréatiques. Est-ce que ça impacte justement votre business model? Est-ce que vous faites des réductions d'eau, par exemple, en termes sur le chiffre d'affaires? Ça se passe comment? Parce que là, on parle de circularité, mais voilà, d'un point de vue financier, ça se traduit comment? Vous faites des économies? Effectivement, c'est de l'eau qu'on n'a pas besoin de puiser directement, et c'est aussi effectivement des économies. Donc je pense que tout le monde y est gagnant. Il y a aussi un impact environnemental qui est très fort, puisqu'effectivement c'est une empreinte environnementale sur notre environnement dont on peut se passer puisqu'on utilise directement l'eau des betteraves. Et aussi la circularité derrière ça, c'est le fait que cette eau, une fois qu'elle a été utilisée plusieurs fois, elle est effectivement restituée au milieu naturel après traitement. Et en fait, il y en a une partie aussi qui est redonnée aux agriculteurs sous forme de ce qu'on appelle la fertirrigation. Donc, c'est de l'eau des betteraves qui est riche en éléments organiques, qui permet en fait la fertilisation des sols et aussi l'irrigation, d'où la fertirrigation. Donc, en fait, les agriculteurs utilisent l'eau des betteraves pour la prochaine récolte de betteraves, d'où la boucle de circularité. C'est pas forcément de l'agroécologie, on est en agriculture raisonnée? Oui, c'est de l'agriculture raisonnée, effectivement. On a une ambition, effectivement, de tendre vers une agriculture qui soit de plus en plus réduite en termes d'impact sur son environnement, notamment en réduisant les phytosanitaires, en faisant attention à la protection des sols, à la biodiversité, à la réduction des ressources en eau aussi. Et quels sont les conseils que vous pourriez partager en termes de démarche, d'action RSE, de circularité, d'économie circulaire, de réduction d'empreinte carbone à tous les industriels qui nous écoutent ce matin ou qui nous voient en replay? Je pense qu'un point important, c'est qu'effectivement l'économie circulaire, ça implique aussi un changement de paradigme. Donc il faut aussi raisonner non plus de manière linéaire, mais de manière circulaire. Donc c'est complètement différent. Un premier point, je pense, qui est important, c'est vraiment d'essayer d'identifier en fait les gisements potentiels d'économie circulaire dans l'entreprise, dans son activité. Et on peut utiliser pour ça, par exemple, l'éco-conception, et notamment l'outil le plus connu qui est l'analyse de cycle de vie. Un deuxième point important aussi que je voulais souligner, effectivement, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur des parties prenantes externes et choisir donc les bons partenaires, puisqu'en général, un projet d'économie circulaire requiert des compétences nouvelles, externes, qu'on n'a parfois pas en interne, d'où l'intérêt de se reposer sur des parties prenantes externes qui apportent ces compétences et permettent d'avancer. Et puis le dernier point, peut-être, qui est pas le moindre, c'est le fait qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps, donc il faut procéder par étapes. Et je pense qu'il faut y aller par petites touches, notamment commencer par des projets d'innovation de process, ensuite aller à l'innovation de produits, enfin à l'innovation de business model, pour vraiment changer de paradigme, mais de manière progressive. Vous travaillez avec combien de producteurs dans le monde ? Alors, on travaille avec nos 12 000 coopérateurs en France qui détiennent en fait le capital social de la coopérative, plus 18 000 agriculteurs partenaires qui nous fournissent en matières premières. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Xavier Huchet. Ravi de découvrir Tereos, le deuxième sucrier mondial. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Cette fois-ci, on va dans le secteur des télécoms avec Orange, avec Gaëlle Levu, la directrice communication et RSE. Bonjour et bienvenue Gaëlle.
Bonjour. Alors Orange, je tiens tout de même à vous saluer, moi qui suis un peu madame et je titille tous ces dirigeants depuis ce matin avec la raison d'être, mais Orange est quand même le premier opérateur à avoir inscrit, non seulement avoir déclaré sa raison d'être, mais l'avoir inscrit dans vos statuts, et je crois que ça a été le fruit de 24 mois de concertation avec vos parties prenantes, c'est ça? Oui, avec les parties prenantes externes et surtout les salariés. On a fait contribuer nos salariés en fait à ce qu'on avait envie d'être et d'incarner. Et c'est important, je pense, en fait, de passer par cette étape. Et puis maintenant qu'elle est dans nos statuts, cette raison d'être, on la suit. On a vraiment des KPI, des plans d'action, des choses très concrètes avec derrière. Et puis on réinterroge nos salariés régulièrement pour savoir comment, au quotidien, ils ont le sentiment qu'on est dans les clous de la raison d'être ou que de temps en temps on dévie un peu. Mais quelle est votre raison d'être, Gaëlle? Alors notre raison d'être, c'est que Orange est l'acteur de confiance qui donne les clés à chacune et à chacun d'un numérique responsable. Et derrière cette notion de responsable, il y a à la fois des engagements autour de l'inclusion numérique, c'est notre métier de base, des responsabilités au niveau aussi de la sécurité et de l'utilisation des données. On sait que c'est d'actualité en ce moment. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour de l'environnement et des engagements qu'on a pris en termes de neutralité carbone. En termes d'économie circulaire, on en est où chez Orange? Parce que je sais que ça fait partie d'un de vos piliers tout de même. Oui, donc si je me focalise effectivement sur la partie environnementale, on a inscrit dans notre plan stratégique à la fois cette ambition de neutralité carbone à 2040, mais également tout un travail sur l'économie circulaire avec différents domaines. Donc on travaille sur notre première activité, entre guillemets, en tant que distributeur, c'est de distribuer des smartphones, donc une grosse activité sur les smartphones. Une activité aussi sur nos propres produits autour de l'éco-conception, et puis enfin une activité aussi autour de, en tant qu'entreprise, on a des fournisseurs et donc on s'est engagé à ce que 20% de nos capex soient investis, donc ça veut dire l'ensemble des éléments du réseau qu'on va acheter sont investis sur des éléments reconditionnés. Ça veut dire qu'on envoie un message fort à tout cet écosystème pour dire on croit au reconditionné et on est prêt à en acheter. Alors justement, comment vous faites pour renforcer cette confiance auprès de vos consommateurs quand vous parlez de reconditionnement? Alors on a pris le temps effectivement de faire un appel d'offres pour travailler avec des partenaires de confiance qui sont en France. Quels sont-ils, ces partenaires de confiance? Il y en a plusieurs. Je peux vous citer Eugen, Reconnect par exemple. On travaille avec ces deux entreprises. On a mis en place un cahier des charges exigeant avec 35 points de contrôle. C'est-à-dire qu'on va vérifier, on va enlever la data. Parce que ça, c'est important de savoir qu'on va récupérer un téléphone vierge quelque part, sans les datas des personnes qui l'ont utilisé avant. On va vérifier la batterie, on va vérifier un certain nombre de choses. Et puis après, il y a un élément important aussi, c'est que on peut venir en boutique les voir, ces téléphones. Et c'est vrai que quand on achète un téléphone reconditionné, c'est toujours rassurant de pouvoir voir l'état du téléphone. Et puis enfin, c'est Orange. Il y a une garantie évidemment associée à ces téléphones. Et puis on a à la fois nos boutiques physiques ou nos boutiques en ligne qui sont là pour assurer. Et en termes de circularité, de smartphone éthique, on ne peut pas ne pas mentionner le néerlandais Fairphone. Donc je sais que vous n'êtes pas le seul, mais tous les opérateurs ne le commercialisent pas forcément. Quels sont justement vos engagements avec Fairphone? Comment vous les mettez en valeur dans vos boutiques? Donc sur votre site internet. Voilà, ils sont présents. On travaille avec eux depuis les premières générations des Fairphone et ils vont, je crois, il y a des projets. Je vais pas en dire plus parce que c'est à eux de les annoncer, mais ils ont encore des projets sur des nouvelles versions de Fairphone. Donc on les accompagne depuis le début. On a mis en avant ces téléphones dans nos boutiques pour montrer aussi tout ce travail. Très design, je les ai vus. Ouais. Oui, c'est sous Android. Ils sont donc le principe du Fairphone, je le rappelle, c'est vraiment un téléphone durable. Je rappelle pour vous ayez en tête. Et surtout réparable. Il est désossable. Exactement, c'est pour ça qu'il est durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'impact environnemental d'un smartphone, 75% c'est le device et 25% ça va être effectivement l'usage qu'on en fait. Donc c'est la durée de vie du téléphone est extrêmement importante pour diminuer l'impact environnemental d'un smartphone et c'est pour ça que tout ce qui va venir rallonger sa durée de vie, donc le réparer, c'est extrêmement intéressant.
Et comment travaillez-vous de manière plus globale sur l'éco-conception et la circularité de tous vos produits chez Orange? Alors, l'éco-conception, c'est un axe qui est très transformant pour l'entreprise parce que ça veut dire qu'il faut intégrer ces ambitions sur le nouveau produit. Nous, on a pris un engagement qu'à la fin de notre plan stratégique 2025, 100% des produits Orange, donc avec la marque Orange, commercialisés en marque Orange, seront éco-conçus. Donc ça veut dire que dès l'amont du projet, il faut prendre ces engagements. C'est des méthodologies qui sont très normées et c'est normal parce que il faut être sûr que tout le travail qu'on va faire sur ce fameux cycle de vie, il est sérieux, et il est surtout complet. Parce que la difficulté qu'on peut avoir, c'est que quand on pense avoir réglé un problème en améliorant quelque part une consommation d'énergie ou quelque chose, il ne faut pas qu'on ait juste repoussé la problématique à côté. Donc c'est vraiment un regard 360. Donc c'est très exigeant et on s'y est attelé. On a commencé avec nos box. On travaille sur nos décodeurs. C'est quand même une box Orange, elle dure combien de temps? Alors, elle est. On sait que c'est le grand quand même défi de tous ces opérateurs. Oui, Free en a parlé. Sa durée de vie aujourd'hui, elle est 5-6 ans facilement, largement, techniquement. Après, c'est plutôt en termes d'usage que souvent les innovations et les nouveautés arrivent presque plus vite que la durée de vie technique de l'équipement. Et donc, on peut avoir effectivement des personnes, mais c'est comme sur les smartphones. Les smartphones, les Français changent leur smartphone à peu près tous les 28 mois. Or, le téléphone, dans 80% des cas, quand on change son téléphone, son smartphone, il fonctionne. Et donc, pourquoi on le change? Souvent, c'est parce qu'on veut améliorer la photo, il y a une innovation, il y a quelque chose, etc. Les marketeurs sont très forts. Et voilà, exactement. Donc ça, c'est aussi un questionnement. Et une dernière question. Je sais que vous avez un impact considérable en Afrique. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la reconnexion des pays. Vous avez lancé un nouveau réseau en janvier 2020, Joliba ou quelque chose comme ça. Oui, ça fait partie effectivement de nos enjeux forts en Afrique. On est présent dans 26 pays dans le monde, dont une grande partie en Afrique, avec évidemment notre métier de telco, d'opérateur télécom de base, mais aussi une approche très RSE dans ces pays, avec une fondation qui est très présente. On ouvre beaucoup de lieux, de tiers-lieux. On a lancé ce qu'on appelait les Orange Digital Centers. C'est des lieux pour les jeunes, pour apprendre et aider la réinsertion professionnelle par la suite. Donc beaucoup effectivement d'initiatives sur cette thématique-là. Et puis on a aussi une grosse activité qui s'appelle Orange Money, qui est le fait, parce que les populations sont pas toutes bancarisées, et donc ça permet par le téléphone quelque part d'avoir accès à la gestion de son patrimoine, de son argent, etc. Donc une présence à la fois business évidemment, mais aussi très impliquée. Et je crois que c'est incontournable quand on veut être un acteur qui compte dans ces géographies-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gaëlle Levu. Hâte d'avoir vos nouveautés parce que je sais que vous faites beaucoup de choses chez Orange. On est fiers d'avoir un acteur comme ça, télécom, engagé et français qui, en plus, a des impacts, notamment en Afrique, un continent plutôt qui me tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup, Gaëlle Levu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.